Salut à tous les gones, chers supporters de l'OL et suiveurs de Lyon Fan TV. Eh bien, ce n'est pas Antoine, votre hôte habituel pour les éditos, mais Antoine de Madagascar, pour un édito qui s'intitule Antoine tacle Antoine. Alors, je l'avoue, hein, c'est un titre volontairement provocateur, voire même racoleur. Et l'objectif principal est évidemment le débat d'idées et la confrontation de points de vue entre deux fans de l'OL. Je vais essayer de vous faire un édito qui s'inspire un peu de notre maître à tous, Thomas, puisqu'il sera en 5 points. Les 5 points seront les origines de cet édito. Ensuite, le deuxième point sera choisissons de tourner la page du passé. Le troisième point sera regardons l'avenir avec confiance. Le quatrième sera gérons le présent. Et le cinquième s'intitulera Peter et Johnny sont sur un bateau. Vous verrez dans cet édito, évidemment, il y a un certain nombre de points qui me différencient des avis d'Antoine, mais évidemment, il y en a aussi beaucoup sur lesquels je m'appuie, puisque j'ai porté une grande attention à l'ensemble des éditos qu'a fait Antoine depuis le début, qui dit de l'écoute et de l'attention, dit de l'intérêt, et donc évidemment beaucoup de respect. Donc à nouveau, derrière ce titre un peu racoleur, un grand merci et respect à Antoine pour ses éditos et ses points de vue qui nous transmet régulièrement et qui nourrissent nos réflexions et nos points de vue à tous. Alors donc mon premier point c'est les origines de cet édito. Donc en fait il y a deux explications. La première c'est que j'ai écouté partiellement l'édito d'Antoine après le match nul contre Saint-Étienne. Alors je dis partiellement parce que j'ai pas eu le temps de le finir en fait et que au début de son édito, j'ai été un petit peu désagréablement surpris, pour ne pas dire agacé. Alors pourquoi? Eh bien parce que depuis le début, parce que j'écoute quasiment tous ces éditos, je trouve qu'il y a une coloration assez négative depuis, ou pessimiste en tout cas, depuis l'arrivée de Peter Bosz, mais suite aux quelques bons enchaînements de matchs, on avait un mea culpa, il y a même eu deux mea culpa de sa part, avec une analyse intéressante, et c'est rare les personnes qui sont capables de dire qu'éventuellement ils se sont trompés ou qu'ils se sont un peu avancés, donc on peut évidemment rendre hommage à ça, mais sur ce match de Saint-Étienne, le début de l'édito, voilà, je le trouvais assez négatif, et surtout, limite, j'avais l'impression que c'était pas un plaidoyer pour Garcia, mais en tout cas, on pouvait, on pouvait ressentir limite la question est-ce que c'était pas mieux avant avec Garcia. Donc voilà, ce changement de cap, on va dire, m'a un peu chauffé. Et en plus, il est venu faire résonance avec un deuxième fait qui s'est passé en fait pendant le live d'avant-match qu'on a fait contre Saint-Étienne, où là, de mémoire, je crois que c'est Trinita Hill, ou peut-être Mandracorp, mais je crois que c'est Trinita Hill. Voilà, bon, pour les deux, dans tous les cas, je suis très fan des remarques qu'ils font régulièrement dans le chat. Mais il y en a un des deux qui a dit si ce soir c'est la défaite, c'est la crise. Et donc en fait, ce point de vue qui était évoqué, combiné à cette coloration assez négative de Antoine, eh bien, a fait que j'avais vraiment envie de répondre, parce que j'avais l'impression qu'en fait on balayait tout ce qui s'était passé un peu de positif et qu'on louait quelques minutes ou en tout cas quelques heures avant, et ça c'était pas possible pour moi. À partir de ce constat, j'ai donc envie de dire choisissons de tourner la page du passé, parce que Garcia n'est plus là, fini les comparaisons, le bilan de Garcia on l'a fait, c'était un bon moment en Ligue des Champions, plutôt chanceux mais merci, c'était 4 mois qui ont été plutôt top l'année dernière, donc merci, mais après ça a été 6 mois horribles, une fin d'année globalement catastrophique, un jeu et des comportements partiellement, alors pour lesquels il était partiellement responsable, mais qui étaient globalement eux aussi horribles, un état d'esprit qui était déplaisant, et en plus de ça, un des départs d'entraîneurs quasiment les plus moches en termes de comportement et de communication qu'on ait eu à l'OL.
Donc voilà, globalement, j'aime pas dire on pour parler pour tous les supporters, mais j'ai l'impression que la plupart des supporters quand même avaient envie qu'ils partent, que globalement les supporters attendaient du jeu, un autre état d'esprit, quitte même, ça a été globalement dit, à moins gagner et à accorder du temps. On voulait un entraîneur avec un état d'esprit, un style de jeu. Globalement, les supporters, j'avais l'impression, voulaient du changement. Donc pour moi, aujourd'hui, on est servi. Faut ne pas dire, à mon avis, qu'on le regrette. Il faut qu'on essaie d'arrêter les comparaisons et les projections, notamment en termes de nombre de points un peu fictifs qu'on pourrait avoir, puisque voilà, un entraîneur et son équipe, ou un entraîneur et son club, si je peux me hâter à une petite comparaison, c'est un peu comme un couple, quoi. On y croit globalement, on analyse ce qui va pas, on essaie de le faire lucidement, et ensuite, s'il faut dire stop, ben on dit stop, mais si ça va, on avance, et surtout sans faire de comparaison, notamment avec l'ex, parce que comparaison égale poison. À partir de là, vous l'avez compris, je dis, eh bien, osons regarder l'avenir avec confiance, parce que Peter Bosz est là avec une philosophie que je trouve personnellement plaisante, un jeu bien plus attractif que l'année dernière. Peter Bosz semble s'entendre évidemment avec Juninho, avec les joueurs qui sont engagés. Les recrues sont intéressantes, même si évidemment on peut toujours en reparler, et on verra comment elles évoluent. Je suis d'accord, évidemment, encore une fois, avec Antoine. Il y a des soucis. Je reprends bon nombre de ces constats après une dizaine de matchs, toutes compétitions confondues. Il y a des carences encore techniques pour certains joueurs, même si, si on se compare, on peut dire ça en se comparant au très très haut niveau, hein, évidemment. On prend beaucoup de buts, on a un pressing qui est très souvent haut, des défenseurs trop seuls, mauvaise gestion selon moi des temps forts et des temps faibles d'un match, ce qui est fondamental à haut niveau, un manque d'efficacité clairement, pas assez de profondeur de banc, ou en tout cas de banc de haut niveau. Et oui, évidemment, on espérait un 6, un ailier percutant, mais, globalement quand même, malgré tout ça, pour moi c'est mieux. Alors évidemment, ce n'est que mon avis, je ne vais pas tout citer, mais globalement, je prends quand même beaucoup plus de plaisir à les voir jouer que l'année dernière, où c'était clairement non, j'aimais pas. J'aime la mentalité affichée jusque-là. Je ressens davantage d'ambition dans le jeu, je vois plus de technique. J'ai l'impression qu'il y a un collectif qui se crée avec un avenir. Je vois un avenir avec cette équipe, chose que je ne voyais pas l'année dernière. Alors, est-ce que j'ai tort ou est-ce que j'ai raison? Personne évidemment ne sait, mais en tout cas, j'ai envie de continuer à faire confiance et à croire que nos dirigeants sportifs sont intelligents, lucides et feront le nécessaire de deux manières, notamment en essayant d'adapter l'effectif si possible au mercato et surtout à court terme en transformant le jeu de l'équipe si nécessaire, et c'est nécessaire. Cette nécessité, vous l'avez compris, c'est mon quatrième point, qui est gérons le présent. Et pour gérer le présent, selon moi, il y a deux options. Alors c'est des options sans rêver évidemment à des joueurs que l'on n'a pas, que l'on aimerait avoir, qu'on aurait pu ou dû avoir, tout ce qu'on entend régulièrement. Pour filer un peu la métaphore que j'ai faite avec le couple, dans un couple, il y a des défauts, il y a des qualités chez son partenaire. Globalement, il faut essayer de s'adapter, d'être intelligent pour obtenir le meilleur de son compagnon ou sa compagne, puis sinon, tu t'en vas. Voilà. Donc en gros, ma solution 1, c'est on change pas d'organisation, mais qu'est-ce qu'on fait? Et ma solution 2, c'est on change d'organisation. Et comment on le fait? Donc pour ma première solution, je propose de ne pas changer d'organisation tactique, de rester en 4-2-3-1, mais évidemment avec quelques modifications. Alors tout d'abord, il nous faut, et je suis d'accord encore une fois avec Antoine, il nous faut un 9 pivot, alors Dembélé ou Slimani. Quand on l'a pas, moi je pense que quand même la meilleure solution reste Paqueta, mais ça serait bien qu'on l'ait rapidement.
enfin qu'on ait un des deux rapidement pour que Paqueta puisse revenir faire le travail fondamental qu'il doit faire au milieu de terrain. Et voilà, ça je suis vraiment tout à fait d'accord avec Antoine. Malheureusement, on ne peut rien faire avec les blessures. Et à partir du moment où on garde cette composition, en défense, selon moi, il faut absolument moins presser. Je l'avais déjà dit, il l'a repris. Parce qu'on presse globalement n'importe comment ou tout le temps. Donc en fait, il faut qu'on arrive à gérer nos temps forts et nos temps faibles, ou en tout cas utiliser ce qui se fait beaucoup à haut niveau, c'est utiliser des repères sur le terrain. Et moi, je pense qu'à ce niveau-là, il faut que la presse individuelle, ou en tout cas collective, mais le vrai pressing là, des fameuses 5 secondes, il faut qu'il se fasse que dans les 30 mètres de l'adversaire. Et une fois qu'ils ont dépassé les 30 mètres, qu'ils ont contré ce premier pressing, il faut revenir à un bloc beaucoup plus serré, de zones. Comment j'organiserai ce pressing? Je l'organiserai un petit peu différemment que ce qui se fait actuellement, c'est-à-dire que moi je le mettrais en 1-4-1, c'est-à-dire un attaquant qui peut presser devant, quatre personnes au milieu qui seraient composées de nos deux ailiers, de notre numéro 10 et d'un seul des deux milieux de notre doublette. Le deuxième milieu de la doublette, je le laisserai bien plus en retrait. Et à partir de là, je ferai une sorte de pressing en triangle, un triangle mobile qui se reconstruit. Quand le ballon est sur les côtés, je presserai avec l'attaquant, un peu au-dessus, qui coupe le lien vers le gardien notamment, et mon ailier et mon milieu qui est monté. Pareil évidemment de l'autre côté. De l'autre côté, si c'est côté droit ou côté gauche. Et pour l'axe, je presserai toujours avec mon 9, mon 10 et le milieu qui serait monté. Et si on récupère la balle, tant mieux. Et si jamais il passe ce pressing, il nous reste nos 4 défenseurs, plus un milieu de terrain qui serait à ce moment-là le 6 et qui ne se serait pas livré. Parce que jusque-là, on a notre doublette en fait qui se jettent les deux. Et comme on n'est pas encore assez organisé, ça nous pose un gros problème. Donc ça c'était pour la défense, si on garde la même constitution. Et maintenant pour l'attaque, évidemment j'ai déjà parlé du 9 pivot qui est important pour récupérer Paqueta au milieu, mais à mon avis, il faut trouver un nouveau côté droit. Alors on l'a dit beaucoup, mais ça serait bien d'essayer de revoir Gusto et Shaqiri, avec notamment un Shaqiri beaucoup plus dispo au niveau du centre du terrain pour des frappes ou des choses comme ça, et Gusto qui vient redoubler, on en a suffisamment parlé. Ou alors on sort Shaqiri, on essaye de le remplacer par Kadewere, pourquoi pas par Cherki. Mais en tout cas, il nous faut beaucoup plus de percussion avec un autre joueur combiné à Gusto ou à Dubois. Voilà, alors évidemment, je ne parle pas de notre arrière-gauche Palmieri, Emerson Palmieri dont on a besoin. Mais voilà, je pense que dans cette composition, les vraies problématiques qu'on a à résoudre, et encore une fois Antoine le disait, c'est cette compo et cette organisation collective. Puisqu'on n'a pas ce Super 6, soit on retrouve Mendes, mais j'y crois pas trop, soit il faut absolument que Guimarães ou Cacré transforment leur jeu. Moi je vois plus Guimarães monter et Cacré être plus ou moins capable de devenir ce 6 qu'on attend, mais voilà, ça sera évidemment quand même compliqué. Paqueta en 6 pourrait peut-être être une solution, mais ça obligerait les deux autres à aller presser très haut. Là ils sont bons, mais bon voilà. Clairement, on manque de 6, en tout cas dans cette composition. Donc la deuxième gestion du présent que j'envisage, évidemment, c'est une transformation tactique de l'équipe. On passerait plutôt en 3-4-3, avec 3 défenseurs centraux, et celui notamment du milieu qui serait légèrement avancé, un milieu à 4 avec 2 pistons, et 2 milieux, une doublette au milieu et 3 attaquants, un dans l'axe de côté. L'exemple de l'équipe, ça pourrait être de droite à gauche Boateng, Diomandé et Deneyer. Boateng et Deneyer seraient plus dans un rôle de gestion de la profondeur, gestion de la ligne de hors-jeu, tout ça, voilà, un peu plus expérimenté. Ça les fait peut-être un peu moins
courir et être agressif aussi. Et on demanderait à Diomandé justement d'être ce mec plus avancé, agressif, on le voit sur le porteur de balle, agressif sur les frappes, puisqu'on n'a pas ce 6 qui nous manque. Il pourrait être remplacé par Da Silva, Loukeba et Enrique. Voilà, on a du monde, donc autant pourquoi pas essayer. En piston, évidemment, on aurait, selon moi, Gusto et Emerson. Et la doublette au milieu, je mettrais obligatoirement Paqueta et Guimarães ou Cacré, à voir. Ils peuvent se remplacer l'un l'autre. J'ai peut-être une petite préférence pour Cacré, moi personnellement, mais dans une doublette qui serait quand même à forte dimension offensive, peut-être que Guimarães évidemment serait mieux, mais les deux, on les attendrait évidemment dans une progression en attaque, beaucoup plus d'efficacité. L'attaquant axial, ça pourrait être Aouar, aux côtés Shaqiri et Toko, mais tout ça c'est possible évidemment de le changer, et l'animation serait extrêmement importante. Alors si jamais, je parle d'animation, mais si jamais on avait le retour d'un 9 pivot, évidemment ça serait mieux. On peut l'envisager aussi avec Kadewere parce que Aouar dans l'axe ça peut être juste, mais là j'imagine moi beaucoup plus, donc je parle d'attaque, un jeu dans les pieds avec des petites passes, beaucoup de redoublés. Donc en fait, Paqueta, Aouar, Shaqiri, Toko, tout ça, ça bougerait énormément, beaucoup de liberté. Même si évidemment ce milieu et les pistons devraient se projeter. Si on parle un petit peu de défense, si jamais les pistons se projettent, eh bien nos milieux restent, mais je vais en reparler après. Et si jamais les deux milieux, la doublette de milieu se projette, évidemment nos pistons restent plutôt défensifs. Si jamais on a un piston droit par exemple qui monte, je prends l'exemple de Gusto, eh bien pour moi je verrais trois joueurs qui montent dans la surface très clairement, l'attaquant gauche par exemple Toko Ekambi, notre attaquant axial évidemment, plus un des deux milieux de la doublette. Donc ça pourrait être ce qui se fait beaucoup jusque là, c'est-à-dire Aouar et Paqueta qui sont globalement les joueurs les plus décisifs dans cette surface, et on aurait trois joueurs qui resteraient aux alentours de la surface de réparation pour en attaque reprendre les deuxièmes ballons, les frappes et pourquoi pas du jeu en retrait. Donc ça serait, vous l'avez compris, le deuxième milieu de la doublette. Ça serait Shaqiri si par exemple c'est Gusto qui monte, et peut-être qu'on pourrait enfin espérer voir des frappes de sa part. Et puis ça serait évidemment Emerson. Donc là on aurait cette ligne de 3 qui serait un peu à la sortie de la surface de réparation. Et justement, cette ligne de 3 me permet de faire le lien avec la défense, parce que si on marque tant mieux, mais si on marque pas, il faut évidemment penser à la défense. Donc cette ligne de 3, elle serait tout de suite disponible, pour faire un pressing évidemment très rapide, encore une fois dans les 30 mètres, avec nos attaquants, qui seraient dans la surface, et qui prendraient en étau avec un ou deux de ces trois joueurs. On retrouverait le triangle dont j'ai parlé tout à l'heure, là, un petit peu mobile et réorganisable. Et si jamais on récupère pas le ballon, ces trois joueurs se replient évidemment très rapidement. Là, c'est de l'intelligence de jeu. Est-ce que on presse très rapidement, ou est-ce qu'il est préférable de se replier? Et donc dans le repli, si Gusto encore une fois était monté, on a Shaqiri qui peut redescendre à droite, Emerson qui prend son côté à gauche, et toujours notre milieu axial de la doublette. Et ça vient s'additionner évidemment à nos trois défenseurs qui sont soit alignés, puisqu'on est dans ce 3-4-3, les défenseurs sont alignés, ou alors on a deux défenseurs vraiment qui gèrent la profondeur, et notre Diomandé par exemple qui vient renforcer la défense de l'axe très rapidement pour attaquer la sortie de balle avec notre milieu. Voilà, alors ça c'est évidemment du tableau noir, et c'est des propositions pour compenser l'absence d'un bon numéro 6, nos blessures d'attaquants, faire avec les joueurs qu'on a, c'est ce que je dis depuis le début, faire avec les joueurs qu'on a et ne pas rêver ou ressasser l'absence de joueurs imaginaires. Et ça demande par contre cette réorganisation
en 3-4-3, elle demande du temps et du travail. Est-ce qu'on a pu le faire pendant la trêve? Ça, j'en sais rien. Est-ce qu'on pourra le faire? Est-ce que notre coach va oser, puisqu'il y a des gros matchs qui arrivent? Il va falloir bien les négocier. Et vous l'avez compris, donc, il faut le négocier parce que pour moi, Peter Bosz et Juni sont dans un bateau et qu'ils sont dans le même bateau. Et si jamais Peter Bosz n'atteint pas bon port, eh bien, il va couler. Ou s'il tombe du bateau, ben, malheureusement, j'ai l'impression que Juni tombera, ou en tout cas de grandes chances de tomber avec lui. Donc pour qu'ils évitent de tomber, selon moi, il va falloir que Peter Bosz fasse péter les statuts. Sûrement qu'il ose faire ça. Peut-être aussi qu'il soit audacieux tactiquement, avec voilà ce que je vous ai proposé, peut-être un 3-4-3, et sûrement qu'il soit moins dogmatique, on l'a beaucoup évoqué. Et moins dogmatique, c'est être à l'écoute d'une équipe sportive que je pense de qualité, de ses conseillers, pour oser changer les choses. Pour moi, la saison est encore longue. J'ai vraiment envie d'y croire. Je l'ai suffisamment dit et répété, je crois dans l'intelligence du bonhomme, dans l'intelligence de son groupe, à la fois les joueurs et les dirigeants. Je pense j'espère qu'on va être capable de faire des efforts au mercato, des efforts bien ciblés. Contrairement à Antoine, là pour le coup, qui disait que Peter Bosz n'était pas responsable du rendement de ses joueurs, moi je pense qu'il est responsable du rendement de ses joueurs. C'est-à-dire que c'est à lui de savoir si les joueurs jouent trop, jouent pas assez. Quand je dis lui, c'est évidemment son staff. Il doit faire des choix en fonction des prestations, ceux qui sont bons ou moins bons. Mais il est évidemment responsable. Alors, évidemment, c'est pas lui qui joue à leur place, mais il doit se rendre compte d'un certain nombre de choses, lui et son staff. Antoine disait que Peter Bosz n'était pas responsable du placement des joueurs. Bien, moi, je pense que si. Encore une fois, c'est pas lui qui les prend et qui les place sur le terrain, mais il doit travailler cette fameuse animation, qu'elle soit défensive ou offensive. J'ai l'impression que depuis le début de l'année, on a quand même changé beaucoup de choses. Ils ont changé beaucoup de choses, la mentalité, les principes de jeu. Donc bravo. Maintenant, il faut passer à une étape supplémentaire, c'est-à-dire affiner les placements, affiner les déplacements, affiner les replacements. Et je pense que ça peut faire une belle chose. Évidemment, encore une fois, tout ça, c'est du tableau noir, mais j'ai l'impression que l'envie est là et que les joueurs semblent vraiment à l'écoute. Bon, ben vous l'avez compris, en conclusion, hein, j'ai apprécié l'édito d'Antoine, puisque je l'ai écouté extrêmement attentivement. J'ai essayé de reprendre pas mal de ses points, avec lesquels j'étais d'accord ou pas d'ailleurs, mais proposer peut-être une vision un peu plus optimiste, qui est assez rare chez moi, et surtout essayer de faire des propositions sur la gestion du présent sans faire ces comparaisons avec le passé ou essayer de reprendre des désirs un petit peu impossibles. Globalement, moi, je prends beaucoup plus de plaisir que l'année dernière. J'ai l'impression que les joueurs, c'est le cas aussi. J'espère que ça va durer. J'oublie pas ce que certains d'entre vous, et notamment JP, avaient dit qu'on reste un club professionnel et que les résultats parleront. Mais voilà, laissons du temps et soyons positifs. Voilà les gars, merci à vous d'avoir écouté cet édito. Merci à Thomas évidemment de nous laisser toujours une parole aussi libre. Merci à Antoine pour ses analyses et points de vue publics. Parce que c'est comme les entraîneurs, hein, quand on se prononce publiquement, ben on fait des choix. Tout le monde peut revenir derrière, après coup, nous reprendre. Comme on dit, la critique est facile, hein, mais l'art est difficile. Donc j'espère qu'Antoine, tu ne verras pas en ces quelques minutes de débriefing de ton édito une volonté de nuire ou d'être méchant, mais surtout une volonté de débattre. Alors il y avait un titre un petit peu racoleur, je le concède, on le concède, mais c'était pour l'amusement.
Et vous vous en doutez évidemment, je reste ouvert à la critique, qu'elle soit positive ou négative, à partir du moment où elle est constructive. Merci à tous et bonne fin de journée, à plus, et vive l'OL, ciao.